Bienvenue donc à ce séminaire en ligne, ce webinaire. On va traiter aujourd'hui de l'application du protocole de Cartagena pour la biosécurité dans l'industrie en utilisant le centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, le CEPRB. Cette deuxième partie va s'intéresser aux exportateurs d'OVM pour être utilisés en alimentation humaine, animale ou pour la transformation. Alors, je me présente. Je suis Mohamed Lies Chouk, professeur au Centre de biotechnologie de Bourg-Sidria en Tunisie et spécialiste régional pour l'Afrique auprès du projet BCH2 du PNUE-FEM. Alors, avant de commencer ce webinaire, je vais d'abord vous expliquer ce que vous avez devant vous. Alors, l'écran à gauche, c'est l'écran du présentateur. C'est là où vous allez voir les présentations de ce webinaire. À droite, vous avez votre panneau de contrôle où vous pouvez intervenir pour poser des questions. On va vous l'expliquer tout de suite. Alors, dans ce panneau, si vous cliquez sur View, vous pouvez décocher ou cocher cette case pour visualiser ou bien cacher ce panneau de contrôle. Dans ce panneau de contrôle, vous avez une flèche à droite. Si vous cliquez dessus, vous pouvez aussi escamoter le panneau de contrôle. Vous avez aussi une main ici avec une flèche verte dirigée vers le haut. Si vous cliquez ici tout à l'heure, cela veut dire que vous voulez poser une question ou intervenir pour poser une question. Alors, vous avez aussi la possibilité de sélectionner le mode audio à votre convenance, soit microphone ou soit téléphone. Vous pouvez aussi poser des questions ici, dans cette case, tout à l'heure, si vous avez des questions à poser ou des commentaires à adresser à l'assistance. Alors, sachez aussi que le bouton rouge en bas va indiquer que le webinaire est en cours d'enregistrement. Si vous ne souhaitez pas être enregistré, vous pouvez toujours couper votre microphone et ne pas partager votre écran. Enfin, sachez que ce webinaire est enregistré et il sera publié ultérieurement avec les matériels éducatifs du Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, ou CEPRB. Les opinions et concepts des participants exprimés durant ce webinaire ne reflètent pas la position officielle du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Concernant les termes officiels relatifs au protocole de Cartagena, il faut se référer au secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. Enfin, quand vous participez à ce webinaire, vous comprenez et acceptez cela implicitement. Bien, on va commencer donc ce séminaire. Alors, on va voir au cours de ce séminaire un aperçu du protocole de Cartagena pour la biosécurité. On va parler un peu du projet BCH2 du PNUE-FEM. FEM, c'est pour le Fonds pour l'environnement mondial. On va parler de l'environnement éducatif virtuel du projet BCH2 et des matériels éducatifs du CEPRB. Enfin, on va faire une étude de cas, c'est l'étude de cas numéro 12. Je vais vous montrer tout à l'heure comment avoir cette étude de cas. On va voir des questions relatives au protocole de Cartagena. Enfin, nous aurons vos questions et on essaiera de répondre à vos questions. Bien. Alors, sachez que le protocole de Cartagena pour la biosécurité a mis en place des procédures concernant les mouvements transfrontières d'OVM. Il y a notamment la procédure d'accord préalable
en connaissance de cause, ou APCC, qui est destiné aux OVM qui vont être introduits intentionnellement dans l'environnement. Il y a une procédure pour les OVM qui seront utilisés directement en alimentation humaine, animale ou pour la transformation. Il y a des procédures pour les mouvements transfrontières non intentionnels. Et il y a enfin des dispositions pour le partage d'informations et la mise en place du centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques. Il y a également des arrangements institutionnels qui vont assurer la bonne marche du protocole. Bien. Alors sachez que le site du protocole, c'est à l'adresse http://bch.cbd.int/protocole. Pour les matériels éducatifs, je vous renvoie à notre plateforme Moodle à l'adresse http://moodle.bch.cbd.int. Dans cette plateforme, vous allez trouver tous les manuels de formation nécessaires pour le centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques et vous trouverez notamment une introduction au protocole de Cartagena pour la biosécurité. Vous trouverez des modules interactifs, des modules concernant l'introduction au protocole de Cartagena pour la biosécurité. Vous trouverez aussi des guides de référence qui vous donnent des informations à publier, les informations qu'il faut publier sur le centre d'échange. Vous trouverez aussi les décisions et déclarations. Qu'est-ce qu'on entend par décision et déclaration? Il y aura aussi un petit glossaire. Vous trouverez aussi dans cette plateforme les webinaires et les détails à propos des webinaires pourront être visionnés à l'adresse ci-dessous. Je vous montrerai tout à l'heure un aperçu de tous ces matériels éducatifs et de l'accès aux webinaires. Parlons maintenant un peu du projet BCH2, du Programme des Nations Unies et du Fonds pour l'environnement mondial. L'objectif de ce projet est de continuer d'aider les pays éligibles au renforcement de leur capacité nationale afin d'accéder et d'utiliser effectivement le centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, de promouvoir la collaboration régionale et sous-régionale, le réseautage et l'échange d'expériences pour une gestion nationale et régionale du centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques. Ceci, évidemment, c'est l'objectif général de ce projet. Le projet comporte 5 composantes. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la composante 2. Continuer l'ajustement approfondi et le développement des modules de formation et de partage de connaissances sur le centre d'échange dans les 5 langues des Nations Unies, anglais, arabe, espagnol, français et russe. Ce séminaire rentre dans le cadre de cette composante. Il est réalisé en français. Je vous montrerai tout à l'heure qu'il y a des webinaires en anglais et en espagnol. Et bientôt, il y aura des webinaires en arabe et en russe. L'environnement éducatif virtuel se trouve à l'adresse que je vous ai indiquée tout à l'heure, donc http://moodle.bchcbd.int. Si vous voulez être un utilisateur inscrit, vous pouvez envoyer un email à l'adresse moodle@bch2project.org en donnant votre nom, prénom et pays. Vous serez inscrit à cet environnement et vous recevrez toutes les annonces
que nous envoyons à propos des activités autour des matériels éducatifs. Voici la page module qui vous permet d'accéder donc à cet environnement virtuel. Si vous avez votre nom d'utilisateur qui vous a été envoyé lorsque vous êtes inscrit et vous avez votre mot de passe, vous pouvez vous connecter directement à cet espace. Sinon, si vous n'avez pas encore votre mot de passe, vous pouvez toujours accéder en tant qu'invité en cliquant sur ce bouton-là. Enfin, si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez toujours en avoir un deuxième en cliquant sur ce bouton-là. Envoyez-moi un nouveau mot de passe. Alors, à ce moment-là, il vous sera envoyé un second mot de passe qui vous permet d'accéder à cet espace. Maintenant, lorsque vous avez accédé à cet espace, vous avez cette page d'accueil qui vous présente les 5 cours actuellement disponibles. Alors, en anglais, c'est le bouton vert. Le bouton bleu ciel, c'est l'espagnol. En français, c'est le bouton rouge, cours de formation donc du CEPRD en français. En jaune ocre, c'est le cours en russe. Et en violet, c'est le cours en arabe. Vous avez en même temps accès à tous les cours qui ont eu lieu au cours des ateliers nationaux du CEPRD ou du BCH. Vous avez aussi la possibilité d'accéder aux BCH régionaux, aux ateliers de BCH régionaux. À gauche, vous avez maintenant tous les espaces, modules consacrés aux différents ateliers qui ont été tenus dans les pays de cette liste. Vous pouvez accéder à ces espaces-là si vous êtes inscrit dans le pays en question. À droite, maintenant, vous avez en rouge ici les espaces réservés aux webinaires. Lorsque vous cliquez sur l'un de ces webinaires, celui-là, par exemple, il est en anglais, celui-là, il est en espagnol, celui-là, il est en français. Si vous cliquez sur ce webinaire français, vous pouvez vous inscrire aux webinaires qui sont programmés dans cet environnement. Alors, si vous rentrez dans le cours français, donc si vous cliquez sur ce bouton rouge, vous avez accès à cette page-là où vous avez tous les matériels d'éducation nécessaires pour s'initier au centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques. J'ai mis ici les principaux titres que vous avez. Donc, vous avez d'abord l'utilisation des modules de formation du centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques pour satisfaire les besoins des intervenants. Suivant le cas, si c'est des groupes, par exemple, de douaniers, par exemple, ils ont un cours de modules spéciaux. Si c'est des universitaires, ils auront des modules spéciaux, etc. Vous avez aussi des programmes d'études pour ces différents intervenants. Vous avez des manuels de formation spécifiques pour chaque aspect du centre d'échange, que ce soit la recherche d'informations ou bien l'enregistrement d'informations sur le centre d'échange. Vous avez aussi des modules interactifs qui vous permettent de vous familiariser aussi bien avec le protocole qu'avec le centre d'échange. Il y a 6 leçons pour chaque module et même des quiz à la fin. Vous avez des études de cas qui vous permettent de vous exercer à utiliser le centre d'échange. Vous avez un guide de référence qui vous explique les principaux mots-clés, disons, qu'on rencontre souvent dans le centre d'échange ou dans les manuels. Vous avez des points de discussion que vous pouvez utiliser avec leurs réponses, vous pouvez utiliser lors de vos ateliers. Vous avez des questions tests avec des corrections.
là aussi que vous pouvez utiliser lors des sessions de formation que vous organisez. Vous avez des exercices que vous pouvez aussi utiliser. Et enfin, vous avez un outil de développement de l'application Hermes pour un centre d'échange national. Voici les principaux titres que vous avez dans cet espace virtuel. Venons maintenant dans l'espace des études de cas. Nous avons sur cet espace virtuel une trentaine d'études de cas et nous allons nous intéresser aujourd'hui au cas d'étude numéro 12, une entreprise qui cherche des informations sur l'exportation d'OVM. Alors si vous cliquez sur cette case, disons, où il y a le cas d'étude numéro 12, vous allez télécharger ce cas d'étude numéro 12. Donc, je vous présente ici la première page de cette étude de cas. Alors, c'est une entreprise donc, qui cherche des informations sur l'exportation d'un OVM. Alors, l'objectif de cet exercice va être d'utiliser le portail central du Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques pour avoir accès aux informations nécessaires avant l'exportation d'un OVM. Alors, voici le scénario. Une autorité nationale compétente au Canada est contactée par une entreprise canadienne de transformation de produits alimentaires qui souhaite implanter en Bulgarie une nouvelle unité de production et de mise en conserve de soupe. Le porte-parole de l'entreprise désire savoir ce que l'entreprise devra faire si elle veut acheminer du maïs cultivé au Canada vers son unité bulgare. L'autorité nationale compétente canadienne sait que le maïs transgénique est cultivé au Canada et suppose que tout maïs expédié par une entreprise canadienne pourrait contenir des OVM. Voici donc le scénario. On va essayer de décortiquer ça et voir comment on peut utiliser le centre d'échange pour répondre aux préoccupations de cette entreprise canadienne. Donc, qu'est-ce qu'on a? Nous avons une entreprise canadienne et qui veut mettre en place une succursale en Bulgarie. Alors, cette entreprise va envoyer du maïs du Canada vers son entreprise en Bulgarie. Elle va demander à l'autorité nationale compétente du Canada qu'est-ce qu'elle doit faire si elle veut expédier du maïs du Canada vers la Bulgarie. Bien sûr, ici, les préoccupations de l'entreprise sont en relation avec la culture de maïs transgénique, d'OVM, donc maïs, au Canada. On sait que le transport, le mouvement transfrontière de maïs transgénique doit se conformer au protocole de Cartagena, notamment pour des pays partis au protocole comme la Bulgarie. Voilà donc la situation de l'entreprise canadienne. Alors, l'autorité nationale compétente canadienne suppose que tout le maïs expédié par l'entreprise canadienne pourrait contenir des OVM. Le maïs étant transgénique, étant cultivé au Canada. Première question, quels sont les événements de maïs transgénique qui ont été approuvés par la Bulgarie pour un usage alimentaire? Deuxième question, est-ce que la Bulgarie possède une législation nationale que l'entreprise devrait connaître si elle décide d'exporter du maïs transgénique du Canada vers la Bulgarie? Voilà donc les deux questions auxquelles nous devons répondre pour
permettre à cette entreprise canadienne d'envoyer ou d'acheminer ce maïs transgénique du Canada vers la Bulgarie. Revenons à la première question. Quels événements de maïs transgénique ont été approuvés par la Bulgarie pour un usage alimentaire? Alors, la Bulgarie étant partie au protocole, que dit le protocole de Cartagena dans son article 20 relatif au centre d'échange? Et dans son paragraphe 3, le protocole demande à chaque partie de communiquer au centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques toute information qu'elle est tenue de fournir au titre du protocole. Et notamment, dans le paragraphe D, ces décisions finales concernant l'importation ou la libération d'organismes vivants modifiés. Donc, nous devons trouver ces informations émanant de la Bulgarie. On devrait les trouver donc sur le centre d'échange. Voyons maintenant une démonstration pour voir est-ce que dans le centre d'échange, on va retrouver ces décisions de la Bulgarie. Alors, on va passer à la page donc, du BCH. Alors, je vous invite à faire autant si vous avez cette possibilité. Donc, je vais au site du BCH, donc, ou du centre d'échange. Alors, l'adresse, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la suivante, bch.cbd.int. Alors, une première donc, explication sur cette page. Vous avez tout à fait en haut donc, les 6 langues des Nations Unies. Vous cliquez sur Français pour accéder à la page en français. On verra que vous pouvez aussi vous inscrire au centre d'échange, notamment si vous voulez utiliser le site de formation que vous avez ici. On verra dans un autre webinaire comment on peut utiliser ce site de formation pour enregistrer des informations sur le centre d'échange. Pour le moment, on va s'intéresser uniquement à la recherche d'informations. Alors, vous voyez ici, dans la barre verte, la barre horizontale verte, vous avez l'accueil, c'est la page où on est maintenant, mais vous pouvez avoir des informations sur le centre d'échange lui-même, ou bien sur le protocole, ou bien pour rechercher de l'information à partir du centre d'échange. Vous pouvez aussi, comme je l'ai dit, enregistrer des informations, mais pour le moment, vous ne pouvez pas le faire, à moins que vous soyez un correspondant national du pays. Vous avez aussi accès à certaines ressources au niveau du centre d'échange, notamment différentes explications, des glossaires, etc. Vous avez aussi accès à d'autres liens, ou des listes de distribution, etc., etc. Vous avez une aide où vous pouvez trouver tous les matériels nécessaires pour comprendre comment est structuré le centre d'échange, comment utiliser le centre d'échange, et vous avez aussi les matériels de formation relatifs au centre d'échange. Vous avez une aide pour rechercher différentes explications au niveau de ce site, et vous avez enfin ici le profil des pays. Si vous cliquez sur l'un de ces pays, vous pouvez accéder à toutes les informations que ce pays parti a soumis au centre d'échange. Voilà donc une présentation du centre d'échange. Revenons maintenant à notre cas d'étude. Nous avons dit qu'une entreprise canadienne donc cherchait à savoir quels sont les OVM qui ont été autorisés en Bulgarie. Alors, on va passer à la recherche d'informations. Donc, on clique sur « Trouver l'information » et on va voir les décisions du pays et d'autres communications. Alors, dans cette rubrique, vous pouvez sélectionner un pays
Et dans ce cas, nous avons sélectionné la Bulgarie. Et nous allons voir dans les types de décisions, quelles sont les décisions qui ont été prises pour les OBM destinés à être utilisés directement dans l'alimentation humaine ou animale ou à être transformés. Rappelez-vous que l'entreprise va fabriquer de la soupe. Bien, alors, on va choisir donc dans les types d'organismes modifiés, on va choisir le nom commun. Et dans notre cas, c'est le maïs qui nous préoccupe. Alors, on va choisir maïs comme nom commun, ici. Donc, voici les éléments de ma recherche. Je vais cliquer sur « Rechercher ». Pardon. Alors, ma recherche nous donne ce qui suit. Alors, elle nous donne 17 enregistrements trouvés. Alors, vous voyez que nous avons des enregistrements qui proviennent de l'Union européenne et de la Bulgarie. Alors, pourquoi on a des enregistrements relatifs à l'Union européenne? C'est parce que la Bulgarie fait partie de l'Union européenne. Donc, toutes les décisions de l'Union européenne vont être répercutées dans l'espace de la Bulgarie. Donc, vous avez ici toutes les décisions prises par la Bulgarie et concernant donc l'OBM maïs pour une utilisation en alimentation humaine, animale ou pour la transformation. Voilà donc une liste de ces OBM qui sont normalement approuvés par la Bulgarie. Bien. Revenons donc à notre présentation. Donc, à partir du centre d'échange, il est possible de déterminer quels sont les OBM maïs destinés à l'alimentation humaine, animale ou pour la transformation qui ont été approuvés en Bulgarie. Et dans ce cas, nous avons vu que la Bulgarie étant membre de l'Union européenne, toutes les décisions de l'Union européenne s'appliquent pour la Bulgarie. Passons maintenant à la question numéro 2. Est-ce que la Bulgarie possède une législation nationale que l'entreprise canadienne devrait connaître si elle décide d'exporter du maïs transgénique du Canada vers la Bulgarie? Là aussi, le même paragraphe du protocole de Cartagena, l'article 23, chaque partie doit communiquer au centre d'échange toute information qu'elle est tenue de fournir au titre du protocole. Et toutes les lois, réglementations et directives nationales en vigueur visant l'application du protocole. Et, petit b, tout accord ou arrangement bilatéral, régional ou multilatéral. Donc, normalement, on devrait retrouver sur le centre d'échange toutes ces réglementations adoptées par la Bulgarie. Alors, comme tout à l'heure, on va revenir au centre d'échange pour voir si on peut trouver ces informations. Alors, je reviens relative à la recherche d'informations. Aujourd'hui, je vais chercher donc pour la Bulgarie quelles sont les lois et réglementations en vigueur en Bulgarie relatives aux organismes
vivants modifiés. Alors, je clique sur loi et dans le centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques. Un peu de patience, la connexion est... Voilà. Voilà. Donc ici, dans cet espace, je peux rechercher les lois et réglementations. Donc je n'ai plus qu'à sélectionner le pays. Alors ici, je vais sélectionner la Bulgarie. Et je vais regarder les lois, réglementations ou accords bilatéraux. Je vais sélectionner tout ça puisque je n'ai pas quelque chose de spécifique. Donc je vais cliquer sur rechercher. Donc je vais rechercher qu'est-ce que la Bulgarie a publié comme réglementation ou directive ou accords bilatéraux ou multilatéraux ou régionaux concernant les OVM. Alors nous avons 20 enregistrements dans cette recherche. Alors qu'est-ce qui va nous intéresser? On va lire ces informations. Donc le premier document, c'est un document qui concerne donc toutes les fonctions conformes au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques. Nous avons aussi un document relatif au mouvement transfrontière, importation, exportation, sensibilisation et participation du public, l'usage en milieu confiné. Donc ce document pourrait intéresser notre compagnie canadienne. Donc je vais cliquer sur ce document pour voir quelles sont les dispositions prises par la Bulgarie en relation avec les mouvements transfrontières d'organismes vivants modifiés. Alors, que me dit ce document? Nous avons donc la date de création de ce document, des renseignements généraux, donc c'est le pays, c'est la Bulgarie, la compétence, c'est la Bulgarie, le titre du document, bon ici il est donné en anglais, c'est une traduction de courtoisie qu'a fourni la Bulgarie. Évidemment la Bulgarie ne parle pas anglais, mais d'après le protocole, on demande aux parties de donner une traduction de courtoisie. Et dans ce cas, la traduction est donnée par la Bulgarie en anglais. Donc c'est une loi concernant les organismes vivants modifiés. Concernant les organismes génétiquement modifiés. Alors, quel type de document? C'est une loi nationale. Quel domaine? Donc, elle intéresse donc l'usage des OVM au milieu confiné, la manipulation, le transport, l'emballage, l'identification, l'introduction internationale dans l'environnement, les OVM destinés à utiliser directement l'alimentation animale, humaine ou à être transformée, la sensibilisation et la participation du public, les mouvements transfrontières et le transit. Alors, il y en a ici une courte description de ce document en anglais. On a la date d'entrée en vigueur de ce document, donc c'est le 11 juin 2005. Et vous avez un lien qui vous renvoie vers le document en question. Alors, dans ce cas présent, ce sont des documents... l'un est en anglais, l'autre est en bulgare, et vous pouvez accéder à ces documents. On peut cliquer ici pour voir un peu ce document. Bien sûr, si c'est en anglais, on ne va pas pouvoir le traduire aujourd'hui. Donc, vous voyez, lorsque vous cliquez, il vous demande d'enregistrer. Donc, je vais enregistrer ce document donc, sur ma machine. Bien. Donc, une fois que c'est enregistré, vous pouvez l'ouvrir et lire ce document. Donc, vous voyez que c'est en anglais. Donc, c'est la loi sur les organismes génétiquement modifiés.
promulguée dans le journal officiel numéro 27-29 du 29 mars 2005 et qui prend effet à partir du 1er juin 2005. Chapitre 1, etc., etc. Voilà donc comment notre compagnie canadienne peut avoir accès aux informations concernant la réglementation en vigueur au Canada pour le mouvement transfrontière d'OVM. Alors, nous revenons donc à notre présentation. Alors, donc, la question numéro 2 était donc de rechercher la législation nationale en vigueur en Bulgarie. Nous avons utilisé le centre d'échange pour rechercher la loi sur les organismes génétiquement modifiés en Bulgarie. Voilà. Merci pour votre attention et je prendrai volontiers vos questions. Y a-t-il des questions? Mohammed, just tell them that they can raise their hands and also, if they want, they can write the questions on the question pane and I will read them for you. Alors pour les participants qui ont rejoint le webinaire, parce que je vois maintenant qu'il y a certains qui ont pu rejoindre le webinaire. Vous avez donc cette main dans le panneau de contrôle, vous pouvez cliquer dessus pour intervenir avec votre micro. Comme ça, tout le monde peut vous entendre. Alors, je ne vois pas de main levée. Des questions? Des questions dans la salle? Sont les mêmes, que ce soit un produit qui sera utilisé en tant que produit ou bien en tant que transformation, c'est-à-dire pour le maïs, c'est utilisé en tant que maïs, pas en tant que semence, en tant que maïs en alimentation humaine ou bien en alimentation animale, ou bien comme par exemple dans les soupes ou bien dans certaines industries, comme produits de transformation. Est-ce que les mesures seront les mêmes? Bien, nous avons une question ici de Madame Touzi. Alors, la question est la suivante. Est-ce que les mesures qui vont être prises pour cet OVM maïs qui va être utilisé pour l'alimentation humaine ou animale ou la transformation, est-ce que les mesures sont les mêmes que pour du maïs qui sera planté dans l'environnement? C'est bien ça votre question. C'est-à-dire, indépendamment du maïs qui serait en termes de semences. Parce qu'ici, c'est le volet environnemental et la destination de gel dans l'environnement. Là, je parle du maïs qui serait utilisé en alimentation. Est-ce que les mesures seront les mêmes, que ce soit que ce maïs est utilisé en tant que maïs en alimentation humaine, ou bien en tant que maïs en alimentation animale, ou bien en tant que produit de transformation? Est-ce que, c'est-à-dire en cas de transit de marchandises,
Donc, ici, bon, je répète la question de Madame Swag. Est-ce que les mesures, les décisions ou l'approbation des OVM seront les mêmes concernant l'alimentation animale, ou bien l'alimentation humaine, ou bien la transformation? Ici, il y a deux choses qu'il faut regarder. D'abord, la législation en vigueur en Bulgarie, que faut-il faire, etc., etc. Mais il y a aussi la décision relative à un OVM particulier ou à un ensemble d'OVM particuliers. Alors ici, il faut voir les décisions une à une. Les décisions sont prises par une autorité nationale compétente en Bulgarie. Elle pourrait traiter ces différentes utilisations de la même façon. C'est-à-dire, elle va peut-être autoriser ce maïs OVM pour l'alimentation humaine, animale ou pour la transformation dans une seule décision. Mais il se peut très bien qu'il y ait des différences. Certaines décisions sont relatives uniquement à l'utilisation pour l'alimentation animale. Ou bien, une décision va concerner uniquement l'alimentation humaine. Ou bien, elle va concerner uniquement la transformation. Ici, il faut regarder les décisions une à une. Qu'est-ce qui a été décidé par les autorités nationales compétentes de la Bulgarie? Ce n'est pas un cas général. Il n'y a pas de décision générale, à moins que leurs décisions le disent explicitement que ça va être la même chose, peu importe l'usage qu'on en fait de cet OVM, pourvu que ce soit dans l'alimentation humaine, animale ou pour la consommation. Bien. Il s'agit d'une alimentation indirecte, ou bien il s'agit d'une importation, c'est-à-dire on importe de la semence en marin français. Alors la question de Madame Raouda Halil, elle demande, est-ce que c'est une autorisation pour un usage en alimentation directe, animale, humaine pour la transformation, ou bien c'est une importation comme semence, pour culture et utilisation de ce maïs dans l'alimentation, etc. Bon, ici, concernant le protocole, les deux sont séparés. L'utilisation pour l'alimentation animale, humaine ou pour la transformation, c'est une utilisation directe. Si vous importez la semence pour la culture, c'est une introduction dans l'environnement. C'est différent. Donc les autorisations aussi sont différentes. D'accord? Bien. Autre question? Alors, la question est la suivante, posée par Madame Boussaïd, donc ML, elle pose la question suivante. Est-ce que la Bulgarie va appliquer sa propre réglementation ou bien celle de l'Union européenne? Bon, dans ce cas, alors, les directives européennes, lorsqu'elles sont adoptées par l'Union européenne, elles sont appliquées par les pays membres de l'Union européenne, mais généralement ces directives possèdent aussi une marge nationale, disons, où le pays a aussi le droit d'appliquer sa propre législation. Je ne connais pas les détails de la loi proprement dite, parce qu'il y a plusieurs directives européennes, mais il y a toujours une clause qui permet à un pays d'appliquer sa propre loi
dans le cadre de l'Union européenne. Généralement, c'est ce qui se passe. Non, Madame Boussaïd dit, est-ce que la réglementation nationale est plus forte que la réglementation européenne? Non, c'est l'inverse. La réglementation toujours régionale est supérieure à la réglementation. Le traité international est toujours supérieur à un traité, à une réglementation nationale. Mais quand le traité international, eh bien, la réglementation internationale est appliquée, généralement, elle dispose de clauses qui permettent à chaque membre de décider, dans certains cas, pour son propre compte. Généralement, ce qui se passe, la loi, c'est un peu comme le protocole, la loi régionale, elle établit un minimum, la loi nationale peut être plus sévère. Oui. Oui. Mohamed? Plus sévère. Oui. Yes. Mohamed? Yes. We have a raised hand. I will give the microphone to Olf Asadud. Okay, Wolf. Okay. You have the microphone? No, it was Ernesto, it was a mistake. Okay. Okay, I close the microphone. Okay. Elle parle de réglementation nationale et de réglementation régionale, si vous voulez européenne. Et dans ce cas, si par exemple un pays européen peut importer un produit disant régional qui appartient à l'Asie, et donc l'Asie est censée, un pays de l'Asie, je prends l'exemple du Japon, est censé connaître la réglementation du pays importateur. Normalement, je vous donne un exemple concret. Quand on a visité le laboratoire, Venez poser votre question directement, comme ça, parce que ça, vous aurez à expliquer directement. Allez. Madame Raoud Halel va poser directement sa question. En fait, on entend comme ça? Okay. Donc, ma question, ça rejoint un peu celle de Emel. Emel a posé la question à propos de la réglementation régionale et la réglementation nationale. Si, par exemple, un pays importateur qui appartient à l'Union européenne, il va importer un produit d'un pays appartenant qui est implanté en Asie. Je prends l'exemple du Japon. Et est-ce que le Japon est censé connaître la réglementation de ce pays pour pouvoir, lui, exporter son produit? Ça d'une part. Et je vais concrétiser ma question par un fait vraiment réel. La France a introduit un produit suspect d'être OGM et elle a importé ça de chez le Japon. La réglementation japonaise, elle peut tolérer jusqu'à 5% d'OGM, alors qu'en Europe, on tolère qu'un maximum de 0,9%. Là, j'ai posé la question, comment vous introduisez un produit dont la réglementation japonaise, elle est plus forte, elle est plus tolérante à 5%? On m'a dit non, c'est leur réglementation à eux, et la nôtre, elle est de 0,9. Dans ce cas, le Japon est censé connaître celle de l'Europe pour pouvoir introduire son produit. Donc la question, à mon avis, il faut savoir toutes les réglementations qui peuvent être mises, si vous voulez, ou
les réglementations qui sont fixées par les pays au moins signataires pour pouvoir faire cet échange. Bien, bon, je vais essayer. Bon, je vais essayer de répondre à cette question. Bon, la question est la suivante, celle posée par Madame Raoubalel. Tout d'abord, concernant la connaissance de la réglementation. Donc, dans tout échange commercial, les commerçants, les exportateurs ou importateurs doivent connaître la réglementation en vigueur. C'est primordial pour leur commerce. Et dans le cas présent, vous avez cité l'exemple d'une importation d'OVM du Japon vers l'Union européenne. Alors, vous dites qu'au Japon, on cultive des OVM, on nous donne l'autorisation par exemple pour un OVM, et on tolère dans les marchandises, on va dire, on tolère jusqu'à 5%, un seuil de 5% pour les produits, les semences par exemple. Alors qu'en Europe, on tolère un seuil beaucoup moins important, un seuil de 0,9%. Bon, si vous importez, maintenant vous n'importez pas un produit OVM en fait, vous importez un produit qui n'est pas OVM du Japon. Au Japon, ils ne le considèrent pas comme OVM s'il a un seuil, et s'il ne dépasse pas les seuils de 5%. Vous importez ce produit-là du Japon vers les États-Unis, vers l'Europe. Donc l'Europe pourrait se retrouver avec un produit qui est normalement au Japon qui n'est pas OVM, qui n'est pas considéré OVM puisqu'il n'a pas atteint les seuils de 5%, alors qu'en Europe, si ce seuil par exemple est de 3%, en Europe il ne pourra pas être accepté puisqu'il a dépassé les seuils de 0,9%. Donc, si c'est un OVM au Japon, la question ne se pose pas puisque vous allez revoir dans l'Union européenne, est-ce que cet OVM est autorisé ou pas? Si c'est un OVM. Vous suivez? Si c'est un OVM, c'est-à-dire il a dépassé les seuils de 5%, il est considéré comme OVM. N'est-ce pas? Bon, je vais donner la parole à un participant ici. C'est pas accepté ou bien ne pas accepté. En fait, l'OGM est accepté. Mais si c'est un on fait l'étiquetage. Si c'est à l'intérieur, on ne fait pas l'étiquetage. Il est accepté. Si je reviens à la question, je ne sais pas si il a le devoir de connaître la loi ou non. Déjà, c'est quoi la justification? Oui, il envoie la justification. Il dit que c'est GM, un OGM, tel. Il dit en question, est-ce qu'il va accepter ou il ne va pas accepter en fait? Bien, j'invite Monsieur Maire à donner une explication à propos de ces seuils acceptés pour l'étiquetage des OVM. Alors, Maire, attendez, on va écouter Maire. Merci, Monsieur Lies. Alors voilà, en fait, le taux de 0,9 et 5%, c'est un taux qu'on utilise pour l'étiquetage. Donc, si le Japon a choisi le taux de 5%, c'est-à-dire si l'OGM est présent à un taux supérieur à 5%, ils doivent étiqueter. S'il est présent à un taux inférieur à 5%, ce n'est pas la peine d'étiqueter. Pour l'Union européenne, ce taux, c'est la même chose, c'est 0,9%. Donc, en fait, ce n'est pas un OGM qui va être accepté dans l'équipe, mais va être accepté. Il est déjà accepté, l'OGM. Que ce soit 0,9% ou 5%, on l'a accepté. Mais est-ce qu'on va dire que c'est OGM ou non? Ça dépend du taux. Et donc, en fait, c'est ça. Donc, s'il y a un produit entre le Japon et l'Union européenne, il est déjà accepté. 0,5 ou 0,9 ou plus que 0,5, il est déjà accepté en tant que
transfert. Donc, l'Union européenne va l'accepter en tant qu'OGM. Mais par contre, est-ce qu'on va étiqueter, on va dire que c'est OGM pour le public ou non? Ça dépend du pourcentage. Donc, voilà, la question, c'était pas ça la question. Attendez. Une seule personne à la fois, parce qu'il y a des gens qui... On va donner la parole à Madame Hélène. Allez. Il ne s'agit pas de... La question, ce n'est pas les questions d'étiquetage ou d'étiqueter ou de ne pas étiqueter le produit. On ne parle pas de seuil-là. Je parle de réglementation. Le Japon, censé connaître, à mon avis, c'était ma question, censé connaître la législation européenne pour qu'elle puisse couler sa marchandise. Justement, il me pose la question pourquoi. Et j'ai besoin d'une réponse. Bien, on va écouter une autre question. Poser la question autrement. Est-ce qu'on parle de s'agit des États-Unis où l'étiquetage n'est pas demandé? C'est-à-dire aux États-Unis, on peut prendre un produit routier sans exiger l'étiquetage. S'il s'agit d'un principe pour les États-Unis qui n'exigent pas d'étiquetage et l'Union européenne qui exige l'étiquetage, comment se transfère vers ce qu'on dit? Alors, Madame Souad, donc, elle pose une autre question dans le même contexte concernant donc les États-Unis qui ne demandent pas d'étiquetage et l'Europe qui demande un étiquetage des produits OVM. Que se passe-t-il, etc. Bien. Monsieur Hichem? Oui. Alors, Monsieur Hichem va... Je constate suite à cette discussion qu'il y a une nuance qu'il faut lever. Ce que M. Maire voulait dire tout à l'heure, les questions de pourcentage. Ces pourcentages ils sont fixés par la législation qui émane de chaque pays. Donc un pays il peut, comme le cas des États-Unis, elle peut ne pas exiger des pourcentages. Étant donné qu'elle considère pour certains cas, comme le maïs, etc., qu'il n'y a aucun problème, on peut commercialiser le maïs. Par contre, dans le cas, par exemple, en France, on exige un certain pourcentage pour que l'OGM ou l'OVM, c'est pas ça la question, peut être introduit dans le pays, voire même il y a des pays où c'est 0%. Donc la législation, elle est faite par le pays importateur. Et pour la question de Madame tout à l'heure, le Japon n'est pas censé connaître la législation de tous les pays. C'est l'exportateur ou bien l'importateur qui doit faire ces recherches. Ce n'est pas le pays. Chaque pays, elle fait sa propre législation, ses exigences particulières. Mais même les autorités compétentes d'un pays X n'est pas obligé de connaître la législation, les exigences des pays tiers. Je ne sais pas si j'étais clair ou pas. Pour l'étiquetage, ce n'est pas le pays exportateur qui fait l'étiquetage, c'est la firme. Non, c'est si on va le prendre, par exemple, dans un supermarché, on n'est pas obligé de savoir si c'est OVM ou pas. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de mettre une étiquette. En cas où on va faire, par exemple, un transfert de marchandises des États-Unis, dont l'étiquetage n'est pas obligatoire. À un pays, par exemple, en Europe, où on exige, par exemple, un seuil pas au-dessus de 0,9%. Au Japon, oui, dans ce cas-là, oui, dans ce cas-là, il y a deux solutions. Ou bien, si je vais importer, par exemple, du maïs des États-Unis, où il n'y a pas d'étiquetage, il n'y a pas de problème dans ce pays-là, et que je fais ma recherche, que je trouve que, par exemple, en France, ou bien en Tunisie, ou n'importe quel pays, on exige à ce qu'une fois que cet OGM ou OVM qui est acceptable, un seuil bien déterminé, il faut le mentionner, par exemple.
Il faut mentionner ça dans l'emballage. Donc, pour que j'exige à mon fournisseur de mettre des étiquettes spéciales pour cet endroit, ou bien que je fais un reconditionnement, peut-être avec l'accord du fournisseur, à ce que son produit doit être sur du pays exportateur qui sont censés faire ce travail. Merci, Monsieur Hichem. Bien, on s'éloigne de notre sujet, mais c'est bien d'avoir posé toutes ces questions. Et je pense que je vais faire ma propre recherche pour voir un peu comment on peut résoudre cette question de seuil et d'importation, d'exportation d'OVM, etc. C'est un problème complexe, mais je suis persuadé qu'avec un peu de recherche sur la réglementation des différents pays, on peut trouver la solution adéquate à ces questions. Mais j'avoue que c'est des questions complexes et merci de les avoir soulevées. Bien, y a-t-il autre question à laquelle on peut avoir une réponse ou une clarification simple? Oui. La recherche, la technologie de recherche, vous avez demandé je n'ai pas compris le fait que voir l'utilisation Bon, non. étant donné qu'aujourd'hui, qui va recevoir ce produit, c'est là où vous avez des problèmes. Bon, oui. Alors la question de M. Hichem est la suivante. Pourquoi l'exportateur va-t-il chercher la réglementation dans les pays importateurs? Ce n'est pas à lui de faire cette recherche. Comment? Oui, actuellement, nous avons fait la recherche dans des lois dans le pays importateur, pas exportateur. Du Canada vers la Bulgarie. Non, non. Union européenne, Bulgarie. Union européenne, Bulgarie. D'accord. Donc voilà. Et, en fait, l'exportateur a besoin de connaître la réglementation des pays importateurs, sinon il ne pourra pas faire. D'accord. Bien. Autre question? Oui. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que l'existence de l'Union européenne s'applique à la Bulgarie. Oui. Donc, si par exemple l'Union européenne autorise l'utilisation par exemple d'un maïs bien déterminé et la Bulgarie ne l'autorise pas, est-ce qu'elle a le droit de l'autoriser dans ce cas? Donc, Madame Emel pose la question suivante. Si l'Union européenne autorise l'utilisation d'un OVM donné et que la Bulgarie, par exemple, interdit cet OVM, est-ce qu'elle a le droit de l'interdire si elle est, et on le sait, elle est membre de l'Union européenne? Bon, on ne peut pas répondre à ce type de questions parce qu'il faudrait voir la directive européenne, qu'est-ce qu'elle dit? Parce qu'une directive européenne ou une réglementation européenne, elle ouvre certainement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des clauses d'exception pour les membres afin qu'ils puissent utiliser leur propre réglementation dans certains cas particuliers. Ça, ça existe. Sinon, la Bulgarie ne pourrait pas le faire. Il n'y a pas une désobéissance, en fait, vous avez cité la Bulgarie, bon, en fait, ce n'est pas le cas. Elle n'a pas interdit quelque chose qui est autorisé par l'Union européenne. Mais ça peut exister, ce cas-là. Ça existe dans certains pays de l'Union européenne. La directive européenne autorise un OVM, le pays membre interdit. Ça existe.
Donc ça veut dire qu'il y a des clauses qui autorisent ce pays à adopter sa propre réglementation dans un chapitre bien déterminé. Pour cela, il faudrait se référer à la réglementation européenne et se référer donc à ces clauses-là d'exception ou de réglementation spéciale qui sont données à chaque pays pour justement disposer de sa propre réglementation. Certainement, oui. Il doit y avoir une argumentation pour cela, oui. Certainement, oui. Oui. De toute façon, nous avons ce problème, nous avons aussi d'autres problèmes en cas d'interdiction. Vous savez que lorsque vous interdisez un produit, vous rentrez en conflit avec d'autres traités internationaux, par exemple les traités de l'Organisation mondiale du commerce et d'autres. Donc, il y a des situations vraiment parfois critiques lors de ces décisions qui touchent à la fois l'aspect environnemental et l'aspect commercial. Donc, bon, nous n'avons malheureusement pas le temps de nous approfondir, mais ce sont des questions extrêmement intéressantes. Moi, je vous invite à retrouver un cas précis d'interdiction par un pays et d'autorisation par l'Union européenne et de voir justement en détail le pourquoi de toutes ces affaires. Ce serait vraiment très intéressant de votre part de nous amener cet exemple, même par email, même dans le forum qu'on a de Moodle, pour justement alimenter cette discussion. Mais tant qu'on n'a pas le détail des textes donc, réglementaires, ce serait vraiment difficile de donner une réponse définitive à cette question. Bien. Autre préoccupation? Bien. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour votre participation à ce webinaire et je vous donne rendez-vous pour les prochains webinaires et à bientôt.